Alors, je vous propose de passer à l'appel. Donc, Madame Keane Patricia, Présente. Madame Chaudet-Martine, Présente. Monsieur Stauder Jean-Christophe, excusé de ne pouvoir à Madame Ribaille, qui ne devrait pas tarder à arriver, Madame Gultequin Gulcan, Présente. Monsieur Henquin Virgile, Madame Ribaille Cécile, qui ne devrait pas tarder, Monsieur Huard Gérald, Monsieur Blanchot Bastien, Madame Martin Michel, Monsieur Pouzin Jean-Michel, excusé de ne pouvoir à Monsieur Blanchot, Madame Prélot Frédéric, Monsieur Vandalen Laurent, excusé de ne pouvoir à Madame Chaudet, Madame Caterino Marie-Laure, Monsieur Serge Jérémy, Madame Bardet Alice, Monsieur Bernier Romain, Madame Boisarlia, excusée de ne pouvoir à Madame Gultequin, Madame Pereira Frajman Sonia, excusée de ne pouvoir à Monsieur le maire, Monsieur Laville Rémy, Madame Marteau Elena, excusée de ne pouvoir à Madame Prélot, Monsieur Josset Geoffrey, excusé de ne pouvoir à Monsieur Bernier, Madame Fernandez Sophie, Monsieur Moser Alain, Madame Iglesias Catherine, Monsieur Lex Jean-François, excusé de ne pouvoir à Madame Iglesias, Madame Belle Frédéric, Madame Modomis, qui ne devrait sans doute pas tarder, Madame Thiedrez Valérie, excusée de ne pouvoir à Madame Fernandez, Madame Zels Anne-Marie, excusée de ne pouvoir à Monsieur Menra, Monsieur Dulst Karl, excusé, Monsieur Menra, Thierry, j'avais fait un petit mix, hein, ça a failli, et Monsieur Croquet Nicolas. Je vous propose de désigner un ou une secrétaire de séance. En l'occurrence, je vous propose comme secrétaire de séance Monsieur Laville Rémy. Est-ce qu'il y avait des contre, des abstentions? Eh bien, Monsieur Laville, je vous invite à nous rejoindre. Alors, juste un petit point d'information, comme vous n'êtes pas sans savoir, donc on a eu quelques éléments d'information relatifs au projet de reconstruction du collège Paul Langevin, donc avec une présentation qui a eu lieu par le département semaine dernière, qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, d'échanges et d'interrogations au niveau notamment des familles et puis des enseignants, puisque le scénario qui a été présenté et proposé était une délocalisation des collégiens sur deux collèges de la Chapelle Saint-Luc. Donc c'est c'est avec un certain nombre de questionnements qui sont somme toute légitimes au regard des familles sur la délocalisation des enfants sur un autre établissement avec les contraintes liées notamment à la question de la mobilité, de la restauration, etc. Donc on est aussi sur un questionnement assez fort sur le confort des élèves, au-delà des collèges qui pourraient être accueillants. Donc on est conscient et on avait alerté le département, que ce soit les différents maires qui ont été, notamment le maire de la Chapelle qui avait interrogé et ainsi que nous sur les conditions d'accueil des élèves, puisque ça nous semble quand même assez compliqué comme solution. Donc on a tendu et on tend toujours la main au département pour essayer de trouver une solution alternative, ou en tout cas de pouvoir présenter tous les scénarios qui sont possibles avec les avantages et les inconvénients. Il n'y a pas en l'état de scénario, à dire providentiel, mais pour autant, voilà, on va essayer de voir avec le département quels sont, de proposer un scénario éventuellement alternatif, complémentaire, avec sans doute des avantages et des inconvénients, peut-être d'autres scénarios à voir. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir essayer de trouver une solution qui puisse satisfaire l'ensemble des parties. On a vraiment la nécessité et on souhaite conserver un collège sur Sainte-Seine puisque c'est important pour la commune et notamment le bassin de vie et les habitants. Pour autant, la solution proposée comporte un certain nombre de problématiques liées à la logistique où il y a encore un certain nombre de questionnements et pour lesquels il n'y a pas encore de réponse. Et peut-être un autre scénario ou peut-être éventuellement d'autres scénarios. En tout cas, on tend la main au département pour creuser d'autres pistes et en tout cas de pouvoir poser l'ensemble des éléments avec les différents avantages, les éventuels inconvénients, et en tout cas que chacune et chacun puisse à un moment donné se positionner de manière éclairée sur ce scénario-là, point positif, point négatif, tel scénario, point positif, point négatif,
mais en tout cas d'être sur une démarche qui puisse être de co-construction avec l'ensemble des parties prenantes, voilà, que ce soit les enseignants, les parents d'élèves, hein. Au-delà des habitants de Sainte-Soline, voilà, il y a les Noyats, il y a les Ribaud-Cortins, les habitants de Torvier. Je ne me rappelle plus. En tout cas, voilà, il y a quand même un vrai bassin de vie avec des problématiques qui sont somme toute différentes. Typiquement, nous, la question aussi de la mobilité, hein, ce qu'on a aussi soulevé, la restauration. Donc, voilà, des choses à construire et qui vont devoir aussi avancer. En tout cas, on tend la main au département. On souhaite qu'il y ait une reconstruction. Il y a nécessité, hein, c'est pas le fait du prince, c'est qu'on est sur un collège qui est vieillissant, qui, en l'état, ne permettait pas de pouvoir, comment dirais-je, rénover sur site. Il y avait besoin de reconstruire au regard de la structure même du bâtiment. Donc, un beau projet de bâtiment. Pour autant, la question des conditions d'accueil des élèves pendant cette phase de travaux sur la solution proposée nous semble assez problématique. Voilà. Alors ça ne soulevait pas forcément de questions, mais je vous... Non, ce n'est pas une question, c'est aussi un avis. Moi, j'ai été très étonné que le département et que le président Pichery ait pu proposer un tel scénario. Ça relève d'une absence de conseil ou notamment de connaissance des enjeux ou de prise en compte des enjeux de scolarité des enfants. C'était même pas de la mixité sociale, puisque finalement c'était une espèce de collège un peu fantôme, mais en même temps qui gardait un peu son entité dans les deux autres collèges accueillants. Donc c'est vraiment un scénario aberrant. Donc je tiens à dire que là vraiment je comprends les familles et les mères même, parce que vous avez été un peu en plus du point de vue de la communication. Je suis étonné qu'il y ait eu une telle communication, et de telles décisions. J'étais très étonné puisque il semble que le conseil départemental se soit focalisé sur le coût du collège provisoire de 3 ou 4 millions, un truc comme ça. Bon, c'est vrai que c'est important, mais on a l'impression que ça a effacé tout le reste et que ça a un petit peu aveuglé dans la réflexion les gens chargés de prendre de telles décisions. Ça, c'est un premier point. Donc, j'espère qu'il y aura une solution qui sera bonne pour tout le monde. C'est la première chose. Ce qui m'a étonné aussi, c'est dans un des articles que j'ai vus dans le journal local, l'hypothèse est mise à petite phrase par le président Pichery, d'éventuellement, si ça posait trop de problèmes, de construire un collège ailleurs. J'avoue que ce sont des propos qui sont peu rassurants et en même temps qui m'étonnent, puisque ce n'est pas le genre de la personne à avoir ce genre de posture et de propos. Donc c'est vrai qu'il y a deux choses importantes qui me semblent importantes pour la commune, même si effectivement la décision ne dépend pas de nous. C'est d'une part qu'il est absolument nécessaire d'avoir un collège, un beau collège à Sainte-Savine, compte tenu de la population, de la situation, etc. Et la deuxième chose, c'est que il faudrait quand même qu'il y ait un vrai débat ou une vraie relation, une vraie co-construction pour le coup. Et puis j'ai un dernier élément aussi qui m'a interrogé. Vous retrouverez un petit peu ça sur le Facebook de la ville, puisque j'ai fait un commentaire. C'est que dans l'affaire, je suis très étonné que la DAZEN, ou le DAZEN, enfin la direction pédagogique cette fois-ci, ce qu'on appelait l'inspection académique, soit aussi peu présente dans le débat public. Bon, il y a peut-être un devoir de réserve, mais quand même, parce que on ne peut pas, le conseil départemental ne peut pas non plus décider tout seul d'une construction sans prendre en compte l'importance de l'éducation et du pédagogique qui relève de la DAZEN et du rectorat. Donc je suis très étonné que la représentante du rectorat dans le département, je ne sais pas s'il a été contacté aussi tard que les maires, mais je veux dire, le scénario ne pouvait pas avoir un avis favorable à un tel scénario. Donc je trouve que là, il y a beaucoup de choses qui se sont faites d'une drôle de manière. En tout cas, je pense qu'il est important pour Sainte-Savine de garder un collège, d'avoir un beau collège, parce que c'est normal. C'est le dernier, sur les 25, c'est le dernier qui n'avait pas été repris.
rénovés ou reconstruits. Et je sais de quoi je parle, puisque ça correspond à ma carrière dans le métier. Le conseil départemental a fait un effort sur une vingtaine d'années, un effort très important pour rénover les 25 collèges du département, enfin les 24, pardon, sauf Sainte-Savine. Bon, certes, Sainte-Savine, c'était un pailleron amélioré qui tenait encore bien sur ses murs, mais enfin, au niveau des salles et des besoins pour les différentes techniques d'enseignement, les différentes situations d'enseignement, on était loin du compte. Et surtout que c'est un collège quand même qui a été construit au départ pour 700 ou 750 élèves. Donc il est évident qu'il faut faire quelque chose. Alors une des solutions, effectivement, ça pourrait être d'avoir un site différent. Mais je ne sais pas comment vous allez pouvoir négocier. En tout cas, en tant qu'élu, je suis prêt à répondre à vos questionnements ou à votre concertation dans le cadre de vos tractations pour ce collège. Je crois que c'est important, compte tenu un petit peu de mon passé professionnel. Non, c'est important. Enfin, c'est l'affaire de tous et l'ensemble du conseil municipal sur la question du collège et la reconstruction du collège, puisque il y a les nécessités de reconstruire parce que le collège actuel ne permet pas des travaux d'amélioration en tant que tel, et en tout cas avec un coût qui serait sans doute très élevé, avec un résultat qui serait finalement pas forcément au rendez-vous. Donc un collège qui puisse satisfaire à la fois la question de l'accessibilité aux normes environnementales, énergétiques, il y a nécessité. On est sur un bassin de vie qui couvre un certain nombre de familles. Donc c'est un enjeu important pour le territoire et puis pour les familles actuelles et puis les enfants qui seront scolarisés dans les années à venir, puisque le collège effectivement est vieillissant et commence à présenter quelques lacunes, et il y a nécessité vraiment de pouvoir accélérer sur le dossier. Donc on sera bien évidemment dans l'écoute et la construction et la co-construction sur ce dossier. Mais voilà, c'est le département qui a la main sur ce dossier. En tout cas, on leur a retendu la main, et je pense que l'ensemble des maires qui sont impliqués dans ce projet sont mobilisés également, puisque c'est pas que... Quand on dit le collège de Sainte-Savine, certes, il est sur le finage de Sainte-Savine, mais ça touche d'autres communes, d'autres familles. Donc voilà, un dossier qu'on va suivre de très près, puisque le scénario de fait a changé assez rapidement. Et on a été tous relativement surpris de la rapidité dans laquelle le choix et l'orientation s'est fait, et ce qui finalement a conduit à un point de crispation, parce qu'on arrivait sur un scénario qui finalement n'avait peut-être pas été travaillé en amont avec l'ensemble des parties prenantes. Donc voilà pour ce point d'information. Je vous propose de passer à l'ordre du jour du conseil municipal, donc avec le premier point qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 11 juillet 2024. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce PV? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Et donc, sur le point numéro 2, donc le compte-rendu des décisions prises sur le fondement de la délégation permanente, donc avec notamment un point sur les régies d'administration générale et animation de la vie locale qui ont été actualisées selon le document qui est en annexe, et puis également le compte-rendu des marchés passés en procédure adaptée également en annexe. Il y avait des remarques particulières? Non? Eh bien, je vous remercie. Sur le point numéro 3, avec la médiathèque, avec la convention réseau TCM, Madame Bell. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la médiathèque Trois-Champagnes Métropole est un équipement culturel d'intérêt communautaire destiné à l'ensemble de la population de la communauté d'agglomération. Le Conseil communautaire a adopté le principe d'une ouverture du réseau et des services de la médiathèque à l'ensemble des communes de l'agglomération qui en feraient la demande. La médiathèque de la ville de Sainte-Savine a intégré ce réseau. La convention liant Trois-Champagnes Métropole et les communes membres du réseau des bibliothèques arrive à échéance le 31 décembre 2024. Il convient de renouveler cette convention pour une durée d'1 an, soit jusqu'au 31 décembre 2025. Elle est renouvelable 3 fois par tacite reconduction.
Aussi, mes chers collègues, il est proposé d'approuver le renouvellement de cette convention, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, point suivant, toujours sur la médiathèque, avec la convention de mise à disposition du logiciel. Monsieur Ménera. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, via son adhésion au réseau de la médiathèque de Troyes-Champagne Métropole, la médiathèque de Sainte-Savine peut offrir au public un accès large et facilité aux ressources documentaires disponibles sur le territoire, notamment ce service, un catalogue commun regroupant toutes les ressources des médiathèques partenaires, livres, CD, DVD, jeux vidéo, ressources numériques, à disposition des usagers détenteurs de la carte réseau. Ce catalogue fonctionne informatiquement à partir d'un système intégré de gestion de médiathèque, le SIGB, composé d'un logiciel de plusieurs modules fournis par la société Mobidoc, avec laquelle Troyes-Champagne Métropole a été contractée. Le fonctionnement en réseau étant considéré à l'utilisation par ses membres du même système intégré de gestion de médiathèque, Troyes-Champagne Métropole met à leur disposition ce logiciel. La présente convention a pour objet la mise à disposition d'un système intégré de gestion de médiathèque permettant de gérer les collections et les comptes emprunteurs des usagers de l'ensemble des médiathèques du réseau de Troyes-Champagne Métropole via le logiciel de Mobidoc. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention, d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention et toutes pièces utiles. Merci. Donc, juste pour la question de l'enregistrement, voilà, Madame Ribaille et Madame Omi sont arrivées lors de la présentation. Donc, sur le rapport présenté par Monsieur Ménera, est-ce qu'il y avait des remarques? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 5 avec la culture, partenariat Les Clés de Troyes et Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine souhaite, par l'intermédiaire de sa scène musicale, l'Art Déco, renouveler le partenariat avec la Maison des étudiants de Troyes-Champagne Métropole dans le cadre des Clés de Troyes, dans le but de promouvoir les sites culturels. Pour faire connaître et valoriser la scène musicale l'Art Déco, la ville met à disposition des invitations et la distribution de plaquettes de l'équipement culturel auprès des étudiants. Dans le cadre de ce partenariat, pour la saison culturelle 2024-2025, et comme l'année passée, l'Art Déco s'engage à fournir 7 lots de 6 places de concert d'une valeur unitaire de 15 €, ainsi que 42 tote bags avec la saison culturelle pour les étudiants lauréats du RAID urbain. En fait, pour les places de concert, ça fait un ensemble de 630 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de ce partenariat, d'autoriser Monsieur le maire à faire toute démarche utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 6, animation de la vie locale avec le coût d'utilisation du COSEC pour le lycée avec la convention. Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le COSEC de Lannou-Lutel est une infrastructure sportive multi-activités dont la ville est propriétaire et gestionnaire. Les différents espaces et équipements de ce site sont mis à disposition des associations locales ainsi que du lycée Édouard Herriot, utilisateur principal et prioritaire. Une convention annuelle définit le cadre de la mise à disposition du COSEC au lycée Édouard Herriot. Elle précise notamment les espaces mis à disposition, les conditions de leur usage ainsi que le montant facturé à l'établissement scolaire pour leur utilisation. Le montant annuel facturé au lycée est calculé sur la base du coût de fonctionnement de l'année N-1, rapporté au nombre d'heures d'utilisation de l'infrastructure, soit pour l'année 2024-2025, 42 956,51 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la convention de mise à disposition du COSEC de Lannou-Lutel au lycée Édouard Herriot, de dire que cette convention portera sur les années scolaires 2024 et 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 7,
animation de la vie locale avec la convention de mise à disposition de locaux pour la Maison de la Science, monsieur Hennequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la Maison de la Science Hubert Curien est une association à caractère unique en France, regroupant plusieurs associations à vocation scientifique et qui organise tout au long de l'année des expositions, rencontres, échanges et activités à destination de tous les publics autour des thèmes portant sur les sciences et les techniques industrielles. La ville de Sainte-Savine, par la mise à disposition d'un bâtiment entièrement dédié aux activités de l'association, marque sa volonté de l'accompagner et de la soutenir dans son développement en lui apportant une aide matérielle conséquente. Une convention définit les termes du partenariat avec l'association dont la mise à disposition des biens et locaux situés 2 terres rue La Mauricière, les conditions tarifaires appliquées, les modalités de réalisation de l'entretien et des travaux au sein des locaux et les responsabilités de chaque partie. Elle est applicable du 1er septembre 2024 au 31 août 2025. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la convention de mise à disposition de locaux à destination de l'association de la Maison de la Science, dire que cette convention porte sur la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Alors juste en complément et à titre d'information, donc ce samedi, il y aura à partir de 14h à la Maison de la Science, il y aura un certain nombre d'animations, d'ateliers dans le cadre des 20 ans de la Maison de la Science, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 8, animation de la ville locale avec subvention exceptionnelle pour les volants saviniens. Madame Bell. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le Conseil municipal, par sa délibération du 26 mars 2024, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 31 octobre 2024. Suite à sa création, le club de badminton Les Volants Saviniens a déposé en date du 24 juillet 2024 une demande de subvention exceptionnelle de 6 200 € pour l'achat de poteaux et de filets ainsi que de matériel d'entraînement à destination des jeunes. Après étude de la demande, la commission Culture Association propose d'octroyer une aide financière de 3 500 € pour les investissements présentés. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 3 500 € à l'association Les Volants Saviniens pour l'achat de poteaux, de filets et de matériel d'entraînement à destination des jeunes. Autorisez Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Donc on est effectivement content d'accueillir cette nouvelle association qui permettra de proposer une nouvelle activité qui est a priori fortement demandée, puisque je parle sous couvert de Monsieur Hennequin. En tout cas, l'association est très contente. Il semblerait qu'il y ait quand même pas mal d'adhérents qui soient manifestés. C'est l'effet Jeux Olympiques, non? Alors, je pense qu'il va démarrer un petit peu avant. Oui, mais pour le nombre de licenciés. Il y a peut-être l'effet JO. Après, c'est vrai qu'il y avait une forte demande en fait pour ce sport-là sur Sainte-Savine. Et c'est vrai que quand on a eu la demande cet été pour l'ouverture de cette association-là, on a été très content de les recevoir. Alors moi, je suis un peu ennuyée, Virgile. Si moi, je veux aller faire du badminton, je ne peux pas, parce que c'est destiné aux jeunes. Ça dépend quel... C'est quoi, jeune? Il y a jusqu'à vétéran 5. Donc, si je peux me permettre, tu fais partie de la tranche d'âge qui peut. Non, c'est parce que en fait, c'est du matériel d'entraînement à destination des jeunes. C'est un matériel qui est spécifique pour les compétitions. Et en fait, le matériel, ils ont fait une convention avec le collège de Paul Langevin pour le badminton loisir. Tu auras du badminton loisir et du badminton compétitif. Donc, tu pourras t'inscrire. Je t'invite à y aller dès lundi. Ça veut dire que le collège de Langevin pourrait éventuellement créer une section sportive badminton? Ils proposent déjà du badminton. C'est eux qui ont le matériel. Je veux dire, c'est un des rares collèges qui n'a pas de section sportive. Sport-études, oui. Enfin, sport-études. Je laisserai l'éducation nationale faire. Mais Ouais, d'accord. Et puis l'association est somme toute vraiment très, très récente sur le territoire, donc faut leur laisser quand même un petit peu de temps. Oui. Non, il y a toujours un 3, Et pour créer une section sportive, il faut quand même que l'intervenant de l'association ait certains diplômes.
D'autres remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 9, toujours animation de la vie locale avec les tarifs de mise à disposition des salles communales aux associations. Monsieur Hennequin. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine met à disposition des associations saviniennes demandeuses des locaux et structures sportives afin que celles-ci puissent y pratiquer leur activité régulière. Ces mises à disposition sont établies de manière à favoriser l'équité entre les associations dans la mesure des possibilités d'accueil au sein des différents bâtiments communaux. Pour l'année 2024-2025, donc de septembre 2024 à juin 2025, il convient de définir les conditions financières d'occupation des locaux et structures municipales pour les activités régulières des associations. Pour les salles d'activité, donc la mise à disposition reste gratuite et pour les gymnases et équipements sportifs, mise à disposition gratuite. Suite à l'attribution des créneaux d'occupation aux associations, les services de la ville procéderont à une valorisation financière de la mise à disposition des locaux, tenant compte des frais de fonctionnement occasionnés, l'électricité, le chauffage, l'entretien, l'eau. Cette valorisation des avantages en nature sera adressée à chaque association bénéficiaire qui devra indiquer le montant transmis sur ses documents comptables. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les conditions de mise à disposition des locaux municipaux aux associations, de dire que ces conditions sont applicables à compter du 1er septembre 2024 et d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 10, avec les actions éducatives, avec l'ouverture d'une classe UEMA, donc unité d'enseignement en maternelle autisme, avec la mise à disposition d'une classe pour l'association AFG Autisme. Madame Caterino. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, pour permettre l'inclusion en milieu scolaire dit classique d'enfants ayant des troubles du spectre de l'autisme, la commune dédie une partie des classes de l'école Georges Guingouin au profit d'une unité d'enseignement en maternelle autisme, UEMA, la deuxième de ce type dans l'Aube. Cette unité est ouverte et fonctionne depuis le lundi 9 septembre 2024, après que la ville a porté la charge de travaux utiles et spécifiques à l'accueil des enfants et des équipes d'accompagnement. Ce projet concilie plusieurs partenaires, la ville, l'ARS, l'éducation nationale et l'association Optimisme. Il est nécessaire d'établir une convention pour préciser les conditions d'utilisation des locaux, les modalités de financement, les responsabilités respectives de la commune et des autres parties prenantes. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de ce partenariat et d'autoriser Monsieur le maire à faire toute démarche utile. Merci beaucoup. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 11, toujours action éducative avec la convention de partenariat avec le centre médico-scolaire. Madame Keane. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Troyes propose depuis plusieurs années aux communes de Sainte-Savine, La Chapelle-Saint-Luc, Saint-André-les-Vergers, Saint-Julien-les-Villas et Pont-Sainte-Marie un partenariat portant sur les modalités de gestion d'un centre de médecine scolaire commun situé 12 rue Bégan à Troyes. Cette convention de partenariat a pris fin en août 2024. Il est nécessaire de la renouveler pour définir les obligations respectives de l'ensemble des parties au regard de la gestion du centre de médecine scolaire commun. La présente convention a pris effet à compter du 2 septembre 2024 et ce jusqu'au 31 août 2025. Elle sera renouvelée annuellement par tacite reconduction dans la limite de 3 ans. La ville de Sainte-Savine s'engage à produire chaque année, au 1er octobre, à la demande de la ville de Troyes, les effectifs scolaires de nos écoles publiques de premier degré en vue de la répartition des coûts du centre de médecine. Rembourser à la ville de Troyes chaque année leur quote-part de charges liées au fonctionnement du centre de médecine scolaire, soit notamment les charges locatives, le coût des nouveaux équipements, les charges liées aux différents contrats de prestation de services. Le coût annuel pour la collectivité est d'environ 4 000 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de ce partenariat et d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes démarches utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport?
Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 12, toujours action éducative avec le contrat local d'accompagnement à la scolarité, classe, Madame Kin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le contrat local d'accompagnement à la scolarité, le CLAS, est un dispositif de soutien aux parents dans l'éducation de leurs enfants et d'appui à la scolarité en direction des élèves des écoles élémentaires et du collège. Ces actions ont lieu en dehors du temps scolaire et sont articulées avec les établissements scolaires et les actions de soutien à la parentalité menées sur le territoire. Elles sont centrées sur l'enfant et doivent susciter son adhésion et celle des parents dans le but de faciliter les relations entre les familles et l'école, d'accompagner et d'aider les parents dans le suivi et la compréhension de la scolarité de leurs enfants. Ces actions sont financées par une prestation de service calculée en fonction du prix de revient du dispositif et de 2 bonus associés. Un bonus enfant versé pour la mise en place de projets d'ouverture culturelle ou sportive et un bonus parent pour la mise en œuvre d'actions de soutien à la parentalité. Les premiers agréments CAF avaient été accordés à la ville de Sainte-Savine par la CAF de l'Aube dans les années précédentes au profit du centre social de Sainte-Savine, qui aujourd'hui n'est plus en activité. Afin de renouveler son agrément, la commune de Sainte-Savine a déposé un projet dans le cadre de l'appel à projet 2024 lancé par la Caisse d'allocation familiale de l'Aube, appel à projet que vous avez trouvé en annexe. Le comité de pilotage des contrats locaux d'accompagnement à la scolarité de l'Aube, qui s'est réuni le 3 juillet dernier, a émis un avis favorable à l'ouverture du droit à la prestation de services et aux bonus associés. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la remise en place du CLAS à Sainte-Savine et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 13, toujours dans la thématique action éducative avec la gratuité des places de spectacle pour les actions éducatives communales. Madame Caterino. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, comme évoqué avec la mise en place du CLAS, la ville de Sainte-Savine souhaite, par l'intermédiaire de sa scène musicale de l'Art déco, créer des passerelles entre le pôle action éducative, dans le cadre donc de l'accompagnement à la scolarité, et faciliter l'accès à la culture des enfants bénéficiaires du CLAS, par la mise à disposition d'invitations et ou la mise en place d'actions de sensibilisation culturelle. Il est donc proposé dans le cadre de ce partenariat et pour la saison culturelle 2024-2025, la mise à disposition de 12 places gratuites par représentation adaptées aux enfants de 6 à 15 ans. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de ce partenariat et d'autoriser Monsieur le maire à faire toutes les démarches utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 14, la vidéoprotection avec l'autorisation de mise en place et d'exploitation des images de 2 caméras complémentaires par 3, Champagne Métropole. Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, dans le cadre de notre politique globale de sécurité publique, nous avons décidé de mettre en place un système de vidéoprotection sur le territoire de Sainte-Savine. Le déploiement de ce dispositif permettra aux Saviniens de bénéficier d'un outil de dissuasion et de sécurisation et permettra également une assistance aux investigations de police. Actuellement, le parc est composé de 19 caméras fixes de vidéoprotection. À ce jour, plusieurs secteurs de la ville sont susceptibles d'être équipés en suivant une cartographie établie au regard de critères objectifs et quantifiés, d'infractions constatées et à la nécessité de répartir le dispositif sur les différents quartiers de la ville. Les lieux d'implantation sont les suivants: rue Jean de la Fontaine, rue de la Maladière. La réalisation du dispositif repose sur le câblage, les antennes, les licences et l'installation des caméras. En fonction du calendrier des opérations, la mise en service est prévue courant 2025. Le développement de la vidéoprotection dans plusieurs villes de l'agglomération, associé à la diversité des phénomènes de délinquance et à leur mobilité,
ont conduit la puissance publique à structurer les politiques locales de sécurité autour de nouveaux outils technologiques de prévention tels que le Centre de supervision urbain intercommunal, donc CSUI, de Troyes-Champagne Métropole, auxquels sont reliées les caméras de la ville. À ce titre, il appartient au conseil municipal d'autoriser la communauté d'agglomération à exploiter les images qui lui sont transmises à partir des caméras de vidéoprotection de la ville de Sainte-Savine. Cette autorisation ne modifiant nullement les modalités prévues de fonctionnement des systèmes mis en place par la ville, aucune demande d'avis ou d'autorisation préalable de la CNIL n'est nécessaire. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser la mise en place de deux nouvelles caméras de vidéoprotection sur les secteurs rapportés auprès des services de la préfecture de l'Aube, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous documents utiles y afférents, d'autoriser la communauté d'agglomération troyenne Champagne Métropole à exploiter les images de vidéoprotection captées sur le territoire de la ville de Sainte-Savine, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute procédure et à signer tout acte destiné à permettre l'exploitation des images de vidéoprotection captées sur le territoire de la ville de Sainte-Savine au bénéfice de la communauté d'agglomération Troyes-Champagne Métropole. Et enfin, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toute subvention auprès du FIPD, donc le Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Merci beaucoup. Non, c'était juste pour temporiser, pour que Madame Quinet ait le temps de revenir. Est-ce qu'il y avait des questions sur ce rapport? Là, c'est la période des rhumes, des machins, enfin, entre ceux qui toussent. Merci Monsieur Huard aussi, parce que on sait que vous êtes un peu pris aussi. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh ben ça tombe bien, c'est nickel, c'est raccord. Donc on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 15, avec le SDEA, avec des bornes de recharge sur le parking Truot de Monsieur Blanchot. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, le développement des moyens de transport à faible émission, notamment les véhicules électriques et hybrides, est une priorité dans le cadre de la transition énergétique. La loi pour la croissance verte vise l'installation de 7 millions de points de recharge d'ici 2030. La ville souhaite participer à cet objectif en installant une nouvelle borne de recharge sur le parking situé rue Truaude, portant à 8 le nombre de points de recharge. La ville adhère au syndicat départemental d'énergie de l'Aube, SDEA, et lui a transféré la compétence infrastructure de charge nécessaire à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables le 23 mars 2016. Fourniture de bornes, travaux de génie civil, etc. Ces travaux seront donc effectués par le SDEA pour un coût total estimé à 12 600 €, dont 70% seront financés par la commune, soit 8 820 €. Une extension du réseau électrique géré par Enedis sera nécessaire. Enfin, les frais d'exploitation des bornes seront partagés, la ville prenant en charge environ 400 € par an et par borne. Cette contribution financière débute l'année pleine qui suit l'année de mise en service de la borne. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de demander au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus, d'accepter sans réserve les conditions techniques, administratives et financières, de s'engager à ce qu'un fonds de concours soit versé au SDEA maître d'ouvrage, d'amortir ce fonds de concours sur 15 ans à compter du 1er janvier 2025, de s'engager à inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires, de mettre à disposition du syndicat à titre gratuit les biens nécessaires à l'implantation des bornes de recharge, de s'engager à assurer la gratuité du stationnement sur les emplacements réservés, de s'engager à assurer l'accessibilité au public des infrastructures de charge et de prendre acte du fait que les infrastructures de charge des véhicules électriques, propriété du syndicat, seront exploitées et entretenues par le syndicat et qu'une partie des frais d'exploitation sera à la charge de la ville. Merci. Donc ça vient compléter en fait le maillage global, parce que là on arrivera quand même sur un maillage assez complet de la ville sur un certain nombre de points de recharge. Comme on l'avait expliqué, ça avait fait l'occasion d'échanges avec Monsieur Croquet à l'époque, mais voilà, de pouvoir mailler sur notamment le domaine public, puisqu'on a la problématique, comme on l'avait échangé, avec un certain nombre de personnes qui n'ont pas de possibilité de point de recharge chez eux, donc pouvoir proposer dans l'espace public ces différentes bornes. Est-ce qu'il y avait... Je vous ai fait un petit appel, mais je pense que vous aviez compris. Monsieur Croquet, allez-y. Alors moi, bien entendu, je serai contre, toujours pour les mêmes raisons. C'est pas la commune de payer, mais j'irai même encore plus loin, c'est même pas à la région ni au département, c'est à l'État d'inciter ceux qui créent les voitures ou les énergéticiens à implanter des bornes électriques. C'est pas à nous.
Ce n'est pas le petit papy ou la petite mamie qui ne sort jamais, qui doit payer dans ses impôts une borne électrique. Il ne faut pas oublier que la borne de recharge, comme on aime bien l'appeler, c'est une pompe à essence quasiment. C'est une pompe à carburant électrique. On est des pompistes. Oui, on est des pompistes. Ou plutôt la SDEA. Avec de l'argent public, on subventionne l'installation de pompes à carburant. Que viendra dire Carrefour, Esso, Total, qu'on a sur notre commune, si jamais eux, demain, ils veulent implanter des bornes de recharge électrique? S'ils vous demandent des subventions, par exemple, est-ce que vous allez leur donner? Si vous ne leur donnez pas, est-ce qu'il n'y a pas une concurrence déloyale? Parce que vous subventionnez la SDEA. La SDEA, c'est quoi? C'est une station-service, en gros. C'est comme Total, Esso... Non, mais c'est à peu près ça. Elle vend de l'électricité qui sert de carburant. C'est une pompe à essence. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Est-ce que là, il n'y a pas tout, même les particuliers qui ont une borne électrique chez eux, est-ce qu'ils ne vont pas venir toquer à la porte en vous disant bah, vous payez 60%. Là, bah, remboursez-moi 60%. Ça me paraît logique. Alors en fait, il y a la question de la domanialité. Là, on est sur de l'espace public. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr que votre voisin qui a sa borne de recharge chez lui, il va vous dire, en gros, bah, garez-vous dans mon garage pour vous recharger. Parce que, mais ça fait question du partage. Et puis en fait, après, là, on intervient parce qu'à l'heure actuelle, les énergéticiens, ou en tout cas les structures que vous mentionnez, je ne vois pas trop de stations de présence sur le territoire, hormis aller à des points tels que Carrefour, etc. Peut-être que ça viendra un jour ou l'autre. En tout cas, en l'état, et c'est aussi le rôle des collectivités notamment, c'est quand il n'y a pas d'opérateurs privés qui satisfont et qui occupent un certain nombre de thématiques, c'est là où on est légitime. Demain, quand ça sera dans le champ concurrentiel, so what. Et après, sur la remarque de dire que le SDEA, c'est un syndicat, hein, c'est un syndicat qui est composé de collectivités. Donc ça n'a pas vocation à être un pompiste en tant que tel. Mais en tout cas, nous, il y a des problématiques, il y a des remontées de personnes, et notamment, on le voit aussi notamment sur le parking qui est près de la mairie, des personnes qui n'avaient pas de possibilité de pouvoir se recharger chez eux, qui souhaitaient être dotés d'un véhicule électrique, parce que, pour rappel, quand même, on est aussi sur une transition aussi énergétique pour se séparer des énergies fossiles. Enfin, c'est aussi cet enjeu-là, c'est pour partir. Après, il n'y a pas d'énergie miracle, etc. Mais en tout cas, l'électricité permet de se détacher de l'énergie fossile. Donc il y a quand même aussi un enjeu environnemental, un enjeu aussi de pollution, puisque je vous rappelle que les véhicules thermiques sont quand même émetteurs de gaz à effet de serre. Qu'en l'état, je ne crois pas, en l'état de mes connaissances, hein, je ne suis pas non plus expert énergéticien, etc., mais je ne suis pas sûr que le véhicule électrique émet des gaz à effet de serre. Après, un véhicule électrique a forcément un bilan carbone, et tout le monde, à partir du moment où on crée quelque chose, de toute façon, il y a forcément un bilan carbone. Mais c'est notre rôle. Nous, on a maillé, et en tout cas, on n'en est pas non plus à 50 000 stations, c'est-à-dire qu'on a maillé sur globalement l'ensemble du territoire, là où ça nous semblait judicieux, ou là où on avait identifié des impossibilités pour un certain nombre de personnes de pouvoir recharger un véhicule électrique, de pouvoir mailler. Et ce qu'on a évoqué, c'est qu'à un moment donné, on arrive sur le périmètre satisfaisant au niveau de la ville en termes d'équipement. Après, s'il y a d'autres acteurs qui veulent se positionner, tant mieux. Et voilà. Oui, mais qu'est-ce qui va les obliger, si vous faites le maillage, qu'est-ce qui va obliger Renault, Peugeot, Citroën, n'importe lesquels constructeurs automobiles, par exemple, à mettre des bornes? Pour eux, c'est des frais. Vous le faites gratuitement. Vous installez les bornes gratuitement, eux, ils n'ont pas à le payer. C'est la collectivité qui va le payer, directement ou indirectement. Et en plus, ils n'ont pas de tarifs préférentiels. Et puis, côté écologie, bon, il y a la création des batteries qui est hyper polluante. J'ai une voiture électrique. Je sais très bien que le prix aussi que ça coûte. Faites un 3 Paris 3.
Vous allez voir combien en prenant l'autoroute, vous allez voir combien vous allez vous en sortir. C'est pas le côté non plus économique, hein. Et je sais de quoi je parle, j'ai une voiture électrique. Mais voilà, bon. Monsieur Moser. Je crois qu'il faut que M. Croquet comprenne qu'on est là sur un service public, qu'on est sur le domaine public, et qu'effectivement, là où sont implantées les bornes électriques, enfin de recharge électrique, on est notamment dans des quartiers aussi où il y a un habitat collectif important et où il est évident qu'il n'y a pas de recharge, de bornes de recharge, par exemple, implantées par les bailleurs, qui pourraient d'ailleurs peut-être le faire à titre de leur fonction publique. Donc, ce que je veux dire aussi, c'est que ça n'empêche pas effectivement Carrefour et compagnie, pour un intérêt pour eux aussi commercial, d'implanter des bornes sur leur propre terrain, c'est-à-dire sur le domaine privé. Mais il n'est pas aberrant pour moi que les bornes implantées par la commune sur le domaine public soient posées dans Sainte-Savine. Et c'est effectivement, il y a combien? Maintenant 4 points? Non, mais par 2, c'est 4 endroits, parce qu'on en avait posé nous aussi 2 avant vous. Ça complète et ça me semble une fonction normale d'une collectivité territoriale. Non. Ah, si, M. Blanchot. Pour clore le débat, c'est vrai qu'on a les retours de l'utilisation du syndicat et il y a une utilisation qui est très bonne. Donc ça veut dire que le service public, comme disait M. Moser, est efficace. C'est qu'il y a une demande et l'offre qu'on propose est bien adaptée. C'est pas la demande que je conteste. C'est l'installation aux frais des contribuables. C'est tout. Je me doute bien que prochainement, il va y avoir besoin d'énormément de bornes électriques, même si ça a fait flamber le prix de l'électricité. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais je sais que énormément de voitures électriques viennent sur le marché tous les jours. Donc petit à petit, mais combien de pourcentages sont utilisés par les Saint-Viniens à 100%? Je pense plutôt que ça, c'est pas notre domaine qu'on aurait dû le gérer, c'est plus le gouvernement qui aurait dû inciter les sociétés à le faire. Mais c'est... voilà quoi. Alors, est-ce que vous voyez en ce moment le gouvernement en train de... Enfin, non, mais parce que si on attend tous... Non, mais de toute façon, on le connaît, donc... Non, mais si on attend tous... Et quand on dit service public, il y a un besoin qui n'est pas satisfait par des opérateurs privés. Il y a une nécessité pour un certain nombre de personnes qui se posent la question. Et c'est là où, en fait, ça s'appelle la question du service public. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le contribuable, forcément, il contribue. Des enfants, enfin des familles qui n'ont pas d'enfants dans leurs impôts, ils payent aussi des écoles. Enfin, on pourrait tous se dire... Ouais, c'est pas la carte, hein, c'est la question de la solidarité, de l'équipement. Après, service public, je pense qu'on a autre chose, parce que l'école, l'hôpital, la santé, tout ça, je pense qu'on pourrait peut-être privilégier l'argent sur autre chose que là-dessus. Là, par exemple, on a quand même augmenté le tarif de la cantine. C'est les bornes électriques, si on s'en passe, on peut peut-être remettre le tarif avant, c'est pour la cantine. Mais c'est des petites choses comme ça. Mais voilà. Après, il en faut pour tout le monde aussi. Hein. La question de la mobilité, c'est aussi important pour un certain nombre de personnes, en fait. C'est-à-dire qu'une collectivité, il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de choses qui sont importantes pour chaque type de public. Voilà, il y a le CCS qui est important, il y a les écoles qui sont importantes, il y a les équipements sportifs qui sont importants, la sécurité qui est importante. Donc après, on pourrait très bien dire, finalement... rien n'est important, où il y a... Non mais... Et puis c'est pas forcément sur l'investissement qui est identifié là, c'est vraiment la question du maillage, et je pense qu'on clôturera le débat, mais là on a clôturé finalement le périmètre qui était satisfaisant. Après, si demain il y a d'autres opérateurs qui souhaitent compléter ou encore développer, tant mieux. Mais en tout cas, nous, on aura fait notre part. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Alors, qu'une main, Monsieur Croquet tout seul. Des abstentions? Adopté à la majorité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 16.
avec l'actualisation du zonage de la présence Mérules. Madame Fernandez. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la mérule est un champignon lignivore se développant en excès d'humidité, capable de transporter de l'eau et de s'étendre dans les bâtiments contigus. La présence de mérules a été signalée au service de l'État le 9 février 2024 par les services de la ville aux 9 et 11 rue Pierre-Brossolette. Conformément au Code de la construction et de l'habitation, un arrêté préfectoral incluant cette nouvelle zone doit être pris. Cet article prévoit également que cet arrêté soit soumis préalablement à l'avis du conseil municipal. Aussi, vous trouverez en annexe ce projet d'arrêté transmis par la direction départementale des territoires de l'Aube. Il inclut donc la parcelle récemment signalée ainsi que celle ayant déjà fait l'objet d'un arrêté préfectoral, plan annexé au projet d'arrêté. Parcelles AE 284 et AE 285 aux 9 et 11 rue Pierre-Brossolette, parcelle AE 401 aux 10 rue Pierre-Blanche et parcelle AD 414 aux 3 rue Sadi Carnot. L'instauration de ces zones entraîne l'obligation pour les propriétaires de réaliser un diagnostic mérule avant chaque vente et d'en informer chaque futur locataire. Une fois le périmètre validé par le conseil municipal, la présente délibération sera transmise au service de l'État qui entérinera le périmètre par un arrêté préfectoral. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'émettre un avis favorable concernant le projet d'arrêté préfectoral portant sur la nouvelle délimitation des zones de présence d'un risque de mérule tel que joint en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes les pièces utiles. Merci. Donc un sujet quand même qui est aussi quand même important. C'est vraiment quelque chose de vraiment nuisible et donc faut être assez attentif régulièrement sur les éléments structurels, notamment en bois, pour éviter toute forme de propagation et de traiter le plus tôt possible. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, rapport numéro 17 avec de la régularisation foncière Chapeau Rouge. Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la SCI Chapeau Rouge a fait part de son souhait d'acquérir les parcelles section AE 1422 pour 5 m², AE 1659 pour 57 m² et AE 1660 pour 43 m², toutes deux issues de la division de la parcelle section AE 1423. La commune restant propriétaire du reliquat, soit la parcelle section AE 1658 d'une surface de 28 m², située à l'angle de l'avenue Gallieni jusqu'à la construction existante sur cette parcelle. Compte tenu de la présence de nombreux réseaux, notamment assainissement, eau potable et électricité, la ville souhaite conserver la maîtrise foncière de cet espace qui consiste d'ores et déjà en une bande de trottoir. Le service des domaines a estimé la valeur de ces terrains dans son avis en date du 27 mai 2024 à 8 € le m², soit 840 € pour l'ensemble de la surface. La SCI Chapeau Rouge a confirmé vouloir acquérir ces terrains au prix fixé par le service des domaines et prendre à sa charge tous les frais annexés liés à la transaction, frais de notaire, de bornage. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de céder à la SCI Chapeau Rouge la parcelle AE 1422, les parcelles AE 1659 et 1660, 6 Maille Marcel Bidot à Sainte-Savine, de fixer le prix de la transaction conformément à l'avis des domaines à 840 € pour une surface totale de 105 m², de dire que les crédits seront inscrits au budget communal, d'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte à intervenir ainsi que toutes pièces utiles relatives à cette opération. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 18 avec l'impasse des 17 clés, lancement de la procédure d'intégration d'office. Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'impasse des 17 clés est fortement dégradée et l'écoulement des eaux pluviales est défaillant. La commune est propriétaire d'une partie du linéaire de voies, mais d'autres parcelles cadastrées, section AE numéro 1521, 1522 et 1398, sont totalement privatives et appartiennent aux riverains. Côté père, chaque propriété privée est prolongée sur tout le linéaire sur un tiers de la largeur de l'impasse. Dans ce contexte, eu égard au nombre d'habitants desservis par l'impasse et avec pour objectif de simplifier la gestion de l'ensemble de l'impasse des 17 clés, la commune envisage d'engager, après intervention d'un géomètre,
la procédure dite d'intégration d'office au domaine public communal, telle qu'elle est prévue par le Code de l'urbanisme. La surface objet de la procédure d'intégration s'établit à environ 688 m²90 à prendre sur les parcelles ci-dessous. La surface finale intégrée sera fixée par un document d'arpentage dressé par un géomètre. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de lancer la procédure de transfert d'office au profit de la commune de Sainte-Sévine, sans indemnité des parties de parcelles à usage de voie, sous réserve le cas échéant d'un document d'arpentage à prendre sur les parcelles ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire à lancer l'enquête publique telle que prévue à l'article L318.3 du Code de l'urbanisme en vue d'un transfert sans indemnité dans le domaine public communal de ces parcelles constitutives de la voie privée ouverte à la circulation publique et classement dans le domaine public communal de l'impasse des 17 clés, d'approuver le dossier soumis à enquête publique, d'autoriser Monsieur le maire à procéder à la désignation d'un commissaire enquêteur chargé de cette enquête et à accomplir toutes les formalités de publication de notification nécessaires, de dire que la dépense sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2024 et d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents à l'acte à venir. Il y a plus d'autorisation que de fond d'histoire. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non, ça fait. Alors, je pense que je parle couvert de Monsieur Moser, mais la question notamment des impasses privées, c'est un vrai sujet avec un certain nombre de problématiques. Là, effectivement, on était sur une impasse où on avait quand même pas mal de propriété de la collectivité. En tout cas, la collectivité était propriété d'une bonne partie. Ça posait des problématiques sur la question de l'entretien, de qui fait quoi, comment, quelle est la responsabilité de qui, voilà, un certain nombre de choses. On a un certain nombre aussi d'impasses qui ont des problématiques différentes. Donc, on est en train de travailler sur le dossier, sur ce dossier en particulier, avec pour un traitement différencié selon la nature et puis l'implication de la collectivité sur la détention du parcellaire. Mais le sujet des impasses, voilà. Et je pense que ça faisait partie des sujets sur lesquels vous étiez aussi alertés. Oui, l'impasse des 17 clés, il y avait eu une première opération de reprise dans le domaine public, mais tous les riverains n'avaient pas forcément adhéré, et donc c'était resté effectivement avec une partie qui était déjà dans le domaine public, et une partie qui restait dans le domaine privé. Mais ce ne sont pas des grosses parties, hein, c'est le long de la voie elle-même, et donc effectivement dans un état assez lamentable. C'est pas la seule, je crois qu'il y a 22 impasses à Sainte-Savine, même peut-être un peu plus. Vous imaginez quand même que si la commune était obligée de reprendre ces 22 impasses, ça ferait quand même un budget conséquent, et qu'il ne faut quand même pas penser que c'est systématique. Mais bon, il y a des impasses qui posent problème, celles notamment qui relient deux rues entre elles, où là, il y a des éléments à prendre en compte qui peuvent amener à une reprise dans le domaine public. Mais en même temps, la responsabilité du maire en matière de sécurité, je crois qu'elle est toujours engagée, y compris dans les impasses privées, quand il y a de la circulation. Voilà. Donc c'est compliqué. C'est un vrai sujet, mais avec pour chaque impasse une particularité, sur la question de la domanialité, oui. Sur aussi, on va pas dire quand on se positionne au regard des riverains, c'est toujours sa rue qui est la plus importante. Il y a aussi la question de la densité d'urbanisme sur des impasses. Donc en fait, il y a aussi un traitement, une priorisation sur celles qui ont une forte densité. Et puis là où en fait on a des fois des questionnements où la commune est déjà partie prenante versus impasses qui sont 100% privées. Donc ça fait l'objet de dossiers sur lesquels on est mobilisé. Mais ça avance, au fil de l'eau, puisque c'est quand même à chaque fois chronophage, et puis ça soulève en général beaucoup de questions. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 18 avec le règlement intérieur et convention de location du Grand Salon, 19, hein, oui, je suis en train de lire je suis en train de mélanger les deux, donc c'était toujours bien le rapport 19, règlement intérieur et convention de location du Grand Salon, Monsieur Hennequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine dispose dans son patrimoine de plusieurs sites et salles municipales aujourd'hui équipés de serrures électroniques.
L'accès à la salle du Grand Salon est désormais réalisé par la fourniture d'une clé électronique programmée sur la période de mise à disposition. Il est donc devenu nécessaire aujourd'hui d'actualiser nos conditions de mise à disposition, mais aussi d'apporter plusieurs éléments d'information légale ou réglementaires relevant des obligations de notre collectivité. Il convient d'actualiser les équipements mis à disposition des locataires, inventaire des mobiliers, vaisselle, etc. Il est nécessaire aussi d'intégrer à la convention de mise à disposition les mentions légales d'information des personnes dans des conditions conformes au règlement général sur la protection des données RGPD. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'actualiser la convention de mise à disposition précaire ainsi que le règlement intérieur de la salle du Grand Salon tel qu'annexé à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document utile s'y rapportant. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, rapport numéro 20, avec le règlement d'accès au cimetière pour les véhicules, avec une actualisation. Madame Fernandez. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, depuis 2012, l'accès en voiture au cimetière communal est réalisé par l'octroi d'un badge afin de contrôler les entrées de véhicules. Depuis la mise en place de ce dispositif, plus de 400 cartes d'accès ont été accordées à des personnes souffrant de handicap et sur présentation d'un certificat médical. Il est devenu nécessaire d'encadrer toute nouvelle demande d'autorisation en la limitant dans le temps et moyennant le paiement d'une caution de 25 € afin que le badge reste la propriété exclusive de la ville. Chaque badge sera numéroté, nominatif et remis sur présentation des pièces suivantes: carte nationale d'identité, carte mobilité inclusion ou un certificat médical stipulant une difficulté permanente de déplacement. Pour chaque demande de badge, un document sera signé par son utilisateur qui en sera alors responsable pour une durée de 2 ans. 2 années après la remise du badge d'accès, à défaut de renouvellement pour une nouvelle période de 2 ans, le badge sera désactivé par la ville. Lors du décès de son détenteur, le badge pourra être remis à la collectivité et réattribué à un autre utilisateur. La caution sera alors restituée auprès du service de l'état civil sur présentation d'un RIB. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter les nouvelles modalités d'autorisation des demandes d'accès par badge au cimetière communal, telles que précisées dans les documents annexés à la présente délibération, demande de badge magnétique personnel et conditions d'attribution du badge, d'appliquer ces nouvelles modalités à compter de la prochaine acquisition de badges magnétiques numérotés auprès du prestataire et de leur mise en service. Merci. Des remarques sur ce rapport? Voilà, c'était pour réguler un petit peu la question de l'accès, parce qu'on s'était rendu compte qu'il y avait quand même un certain nombre de badges qui circulaient, enfin en tout cas des personnes qu'on identifiait comme étant en capacité de pouvoir se rendre à l'intérieur du cimetière sans véhicule. Donc là, ça permet de réactualiser le dispositif, de remettre des règles, tout en permettant toujours à celles et ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir se rendre au cimetière. Oui. Petite question technique, pourquoi 2 ans et pas 1 an? Alors après, c'est la question aussi de la, c'est aussi la question de la gestion et de la simplicité. C'est-à-dire que quelquefois, on a aussi des personnes âgées, de les obliger à venir tous les ans, enfin réactualiser le dispositif. 2 ans, ça nous semblait judicieux. Après, voilà, il ne fallait pas que ça soit trop long ni trop court. Donc le choix était de se positionner sur 2 ans. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Et adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Hop. Et rapport numéro 21, donc demande de subvention dans le cadre du plan école avec la tranche 1. Madame Martin, qui était déjà prête, c'est pour ça. J'avais pas dit encore le go, mais elle était déjà, elle a pris une longueur d'avance. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'école maternelle Raymond Berniol est située au sein d'un bâtiment vétuste. Des problèmes de plancher, de toiture, de dimension de certaines salles de classe ou d'accessibilité ne sont pas à la hauteur des enjeux d'utilisation. Le confort thermique, en hiver notamment, n'est pas adapté et le service de restauration scolaire est effectué au sein d'une copropriété dans un espace inadapté. Par ailleurs, de nombreuses mises aux normes sont nécessaires
ainsi qu'une réflexion sur une meilleure intégration de tous les usages. Aussi, au regard de l'ampleur des travaux, le déménagement de cette école dans de nouveaux locaux a été choisi et le site de la Maison des Viennes actuelle retenu. Le programme de travaux prévoit 2. Requalifier les espaces existants en réutilisant en grande partie la cuisine et la salle de restauration actuelle, créer un espace de restauration dédié aux maternelles, apporter des modifications limitées aux façades existantes, créer une extension en lien avec le bâtiment afin de permettre l'accueil de 4 classes et des locaux supports dédiés, dortoirs, bureaux, salles de motricité, etc. Redimensionner le nombre de sanitaires du site, créer une cour de récréation avec préau. Installer sur site des panneaux voltaïques permettant une production d'énergie principalement dédiée à l'autoconsommation pour une puissance d'environ 100 kW crête. C'est nouveau, je ne connaissais pas. J'ai demandé à mon voisin, mais il m'a dit oui, KW, c'est kilomètre crête. Bon. Le coût prévisionnel du projet est établi à 2 275 000 € hors taxes, soit 2 730 000 € toutes taxes comprises. Il est proposé de solliciter dès à présent des subventions auprès des financeurs potentiels pour limiter le reste à charge pour la commune. La caisse d'allocation familiale pour tous les usages liés à l'extra et au périscolaire, la région du Grand Est, l'État via le DETR et le Fonds vert, le département, la Caisse des dépôts via le dispositif EduRénov', 3 Champagne Métropole pour les usages liés à l'extra et au périscolaire, tout autre partenaire pouvant participer au financement de l'opération. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès des financeurs énoncés ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles en découlant. Merci. Des remarques sur ce rapport? Voilà, c'est la question du financement. Bon, la question du fonds vert, hein, comme vous n'êtes pas sans savoir, voilà, on sera attentif et on espère qu'on sera toujours dans le dispositif, hein, puisque l'État a quand même annoncé un coup de rabotage sérieux sur la question du fonds vert, notamment dans le cadre du projet de loi de finances qui est en cours pour 2025. Donc, voilà, on va essayer d'être véloce là-dessus. S'il n'y a pas de... Oui, Madame Momis. Oui, merci, Monsieur le maire. Juste quelques précisions sur le planning, si vous avez éventuellement, ou voilà. Le la planning. Date, voilà. Ah, la date À date. Aujourd'hui. Là, on en est où On va vous donner des informations, ou sinon on pourra faire l'objet d'un petit point d'information. Donc il y a des choses qui ont été déjà faites. Hein. C'est le recrutement de la maîtrise d'œuvre, ce qui est déjà pas mal. Je vous fais un petit point sur le planning. Alors on en est où exactement? Fin 2026. Fin 2026. Alors après c'est comme tout, hein, c'est toujours si tout va bien. C'est des questions en référence à ce que j'ai pu entendre aussi, des questionnements d'habitants de Savigny qui se disaient tiens, à quel horizon l'école pouvait être déplacée. Voilà. Alors, ça, la livraison, je me fais l'écho. Normalement, si tout se passe bien, on sera à horizon fin 2026. Après, c'est toujours des horizons prévisionnels parce que voilà, il y a du formalisme et des procédures, et puis c'est comme dans tout, il y a quelquefois un petit peu dérive. Si tout se passe bien, fin 2026, voilà, on fera en sorte que ça soit le plus tôt possible, mais voilà, faut pas confondre vitesse et précipitation. Faut le faire bien. Et puis il y a des questions complémentaires. Donc
En tout cas, il y avait nécessité, comme ça a été présenté dans le rapport, sur l'école Berniol, qui n'était plus forcément adaptée ou au rendez-vous de ce que l'on pouvait faire. Et puis, sachant qu'en fait, on avait la possibilité d'avoir une emprise foncière de disponible. Hein, et pour avoir, là, pour le coup, la création d'un nouveau bâtiment qui puisse répondre aux nouveaux critères d'enseignement et notamment potentiellement aux critères d'enseignement à venir, donc avec une forme de plus grande souplesse et modularité, et puis d'être au rendez-vous à la fois de la consommation énergétique, comme ça a été présenté aussi, c'est la question de l'autoconsommation, donc pour avoir un bâtiment qui puisse permettre d'être autonome, on ne sera peut-être pas 100% autonome, mais en tout cas de viser en tout cas une réduction de la facture énergétique. Donc voilà, c'est des éléments importants. Et ce qui fera ensuite l'objet dans la réflexion, ça sera le devenir du bâtiment. Et donc, pour l'instant, on n'a pas arbitré. Ça serait trop tôt de dire qu'est-ce qu'on en fera. Ça fera l'objet d'une discussion, d'un échange, comme on l'a toujours fait. C'est d'être dans la concertation, dans la co-construction sur le devenir demain du futur site. On n'y est pas encore, on a encore du temps, puisque voilà... on n'a pas, il n'y a pas d'urgence, absolue au déménagement de Berniol. En tout cas, ça avance. Donc, il y aura une phase de concertation. Le bâtiment de Berniol est patrimonial et relève vraiment d'un intérêt pour la ville. Donc, il faudra qu'on soit très attentif sur le devenir. Et là-dessus, ça fera l'objet de concertation, d'échanges. Et comme on l'a fait sur le projet piscine, peut-être de réinventer demain le devenir du bâtiment, qui restera quand même assez complexe à traiter, puisque si on part à un moment donné, c'est parce qu'il y a des raisons. Donc ça nécessitera sans doute des travaux. Après, à voir, est-ce que ça sera la collectivité, pas la collectivité. C'est trop tôt pour en parler. En tout cas, nous, on sera, quelles que soient les résolutions ou la finalité retenue, ça sera de rester très attentif à la qualité architecturale du bâtiment, l'intérêt patrimonial et l'intérêt aussi historique du bâtiment dans l'histoire de la commune. Donc voilà, il y a eu beaucoup de questionnements, etc. Et c'est vrai que ça permettra aussi de traiter la question de l'accès, la sécurité, la dépose des enfants, enfin, de pouvoir vraiment apporter des solutions qualitatives sur cette délocalisation de l'école, en proximité, hein, parce que là, pour le coup, on ne va pas chambouler non plus totalement les habitudes des familles. L'école reste quand même à proximité immédiate, quasi immédiate. Donc voilà, ça permettra d'avoir quand même un projet qualitatif, aussi de regrouper aussi, hein, notamment quand il y avait la question de la restauration, d'être aussi plus en proximité, donc d'avoir une forme aussi de plus grande efficience du service public à destination des plus jeunes. Et puis d'apporter aussi un confort à la fois des enfants pour les enseignants. Donc il est trop tôt et en tout cas on n'a pas choisi à date de devenir pour le bâtiment Berniol parce que ça correspond pas à la philosophie de l'équipe municipale de dire on a déjà tranché sur le... Il faudra qu'on y réfléchisse, mais on devra y réfléchir ensemble. Et quand je dis ensemble, conseil municipal et puis la population. Oui, je voulais juste apporter une petite précision, pardon Madame Omis, quant à l'ouverture de la future école Berniol. Les enseignants nous ont demandé quand même, si c'était possible, de ne pas déménager en milieu d'année scolaire. Donc on essaiera de faire coïncider l'ouverture des nouveaux locaux avec une rentrée scolaire en septembre. Oui, ce qui semble logique. Et puis c'est vrai que le point qui était quand même assez positif, c'était de pouvoir travailler sur un site propre. Travailler sur un site propre sur la construction, parce que quand on fait une requalification sur de l'existant, etc., c'est en site occupé, donc ça soulève un certain nombre de problématiques. Et c'est vrai que sur ce site en particulier, c'est l'avantage sur cette école, c'est que les enfants pourront basculer sur un équipement neuf le jour de la bascule, versus sur d'autres sites et d'autres écoles qui, elles, sont occupées, donc qui aussi ont contraintes plus importantes, puisqu'on travaille sur du site occupé et techniquement, c'est plus compliqué. Monsieur Croquet. Et par pure curiosité, j'aimerais bien savoir le nom de la société qui fait les panneaux photovoltaïques et d'où ils viennent.
Alors, en fait, c'est le projet. Là, c'est la maîtrise d'œuvre, donc on n'y est pas encore, en fait. Faut y aller step by step. Après, ça pourra peut-être faire l'objet Alors après, sur la question de la provenance en tant que telle, c'est quand même compliqué. Enfin, on essaiera d'être vigilant sur. Pardon ? Non, mais on essaiera d'être vigilant sur éventuellement le sourcing, etc. Mais après, on est quand même dans un cadre qui est le cadre des marchés publics. Donc, à un moment donné, il faut voir où sont les leviers, comment écrire les choses. Après, voilà, en tout cas, ça permettra, au niveau de la consommation énergétique du bâtiment, et aussi sans doute d'autres sites, puisque au regard de la surface qui sera occupée, de pouvoir être dans une démarche d'autoconsommation, mais de pouvoir aussi distribuer de l'énergie à d'autres bâtiments de la collectivité. Monsieur Moser. Oui, concernant les échéances et les dates ou les périodes que vous énoncez, la durée d'un chantier n'est jamais forcément une science exacte. On peut avoir des problèmes avec les différentes entreprises. On a connu ça justement dans le bâtiment sur lequel va être greffée l'école maternelle. C'est des entreprises qui font faillite en série. Ça dépend des situations économiques. Et je ne sais pas si on va vers des situations économiques de grande efficacité pour les années qui viennent. Si en plus vous voulez effectivement que l'école soit prête pour une rentrée, moi je dirais prudemment que si c'est la rentrée 2027, ce serait déjà peut-être plus réaliste, je ne sais pas. Mais bon, franchement, c'est pas facile de fixer, de dire dans 2 ans où ce sera fait, etc. À date, on a dit fin des travaux 2026, donc et comme on a dit qu'on privilégierait une rentrée scolaire, ouais. C'est que voilà, ça nous permettra normalement, si tout se passe bien, d'avoir quelque chose de 100% opérationnel. Je vous incite à la prudence dans vos annonces. Mais c'est pas nouveau. Vous avez entendu on essaie d'être prudent avec les réserves qui... Des fois, on peut avoir des bonnes surprises, des fois des mauvaises surprises. C'est le jeu. Enfin, alors c'est pas que c'est malheureusement le jeu, mais ça arrive régulièrement. Donc là, normalement, dans le timing, on devrait être... Mais il faut qu'on mette aussi un peu la pression sur du livrable, parce que si vous commencez à dire que c'est septembre 2027, faut pas que ça soit ric-rac, les travaux soient finis courant l'été si on envisage une rentrée scolaire 2027. Il faut qu'on ait un peu de marge, voilà, à la fois sur la dérive des travaux et puis des fois des petites surprises qu'on peut avoir lors de la livraison, de la réception de bâtiments. Merci Madame en tous les cas. Merci pour les précisions. C'était tout à fait le niveau de précision que je voulais. Voilà, merci. Et bien, s'il n'y a plus de questions, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 23. Donc, avec... Non, pardon. Ah, mais oui, mais c'était sur Aubrac, pardon, j'avais déjà tourné la page. J'étais comme Madame Martin, je suis parti trop vite. Donc, numéro 22, oui, c'est toujours le même libellé, mais c'est plus la même école. Donc, demande de subvention pour le plan école, tranche 1 pour l'école Aubrac, et là, sur un site occupé. Pardon, Madame Keane. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le groupe scolaire Lucie Aubrac, situé au sein d'une copropriété, accueille cette année 76 élèves de maternelle et 115 élèves de primaire, ainsi que des usages périscolaires allant de 30 à une centaine d'enfants accueillis. Les bâtiments ne sont pas à la hauteur des enjeux d'utilisation, en termes de fonctionnalité ou de confort thermique notamment. La restauration n'est pas adaptée et des mises aux normes d'accessibilité sont nécessaires, différences de niveau notamment. Les sanitaires sont obsolètes. Une réflexion sur une meilleure intégration de tous les usages est aussi nécessaire. Aussi, le programme de travaux prévoit de premièrement requalifier le bâtiment de la maternelle 220 mètres carrés, de l'élémentaire 1100 mètres carrés sans extension. Deuxièmement, de mutualiser les fonctions péri- et extrascolaires dans les locaux d'enseignement. Troisièmement, d'isoler thermiquement et de mettre aux normes d'accessibilité
et de sécuriter les locaux scolaires. Quatrièmement, de créer une restauration séparée maternelle élémentaire. Cinquièmement, de créer des préaux. Et sixièmement, de créer un stationnement. Le coût prévisionnel du projet est établi à 3 250 000 € hors taxes, soit 3 900 000 €, toutes taxes comprises. Il est proposé de solliciter dès à présent des subventions auprès des financeurs potentiels pour limiter le reste à charge pour la commune. Donc la caisse d'allocation familiale pour tous les usages liés à l'extra et au périscolaire, la région Grand Est, l'État via la DETR et le Fonds vert, 3 Champagne Métropole pour les usages liés à l'extra et au périscolaire, la Caisse des dépôts via le dispositif EduRénov, le département et tout autre partenaire pouvant participer au financement de l'opération. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de solliciter une subvention la plus élevée possible auprès des organismes financiers énoncés ci-dessus et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles en découlant. Merci. Donc là aussi, un timing, alors là avec une complexité qui est accrue, puisque bâtiment en copropriété, donc ça a permis de, enfin voilà, en tout cas, s'il fallait traiter un certain nombre de choses, notamment la question du chauffage, et puis la question du confort de l'accès, etc. Et puis la question du site occupé, c'est pour ça qu'aussi la question du choix de Bernioles, j'en reviens à Bernioles, c'est ce qui nous a aussi invité à prendre une solution alternative. C'est la question du travail en site occupé, c'est quand même toujours compliqué. Pour autant, il y a nécessité de pouvoir avancer sur ce projet. Et en temporalité, on sera un petit peu de manière identique par rapport à Bernioles, mais sans doute à voir si ça ne glissera pas un petit peu, puisque là, on est vraiment sur un site occupé, donc avec une complexité qui est accrue. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce rapport ? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport suivant, rapport numéro 23, je suis bon maintenant. Donc, avec délégation fourrière automobile, Monsieur Huard. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, les prestations de fourrière automobile municipale font l'objet d'une délégation de service public. Le 16 décembre 2021, le conseil municipal a approuvé le principe d'une délégation de service public de type concession pour la gestion de la fourrière automobile de la ville de Sainte-Savine. Le 29 septembre 2022, le conseil municipal a désigné la société SAS Groupe JB comme délégataire du dit service public à la suite d'une procédure de mise en concurrence publiée le 25 février 2022 au BOAM, donc BOAM étant l'acronyme de Bulletin officiel des annonces des marchés publics, et cela pour une durée de 5 années à compter de la date de notification du marché. Il est proposé de prendre connaissance du rapport annuel du délégateur sur la qualité du service public délégué de fourrière automobile pour l'année 2023. Le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel d'activité pour l'année 2023 de l'entreprise SAS Groupe JB pour la délégation de service public de la fourrière automobile. Voilà. Merci. Est-ce que si c'est vote, hein. C'est l'avis en fait. Donc c'est attesté que vous avez bien pris connaissance. Donc qui n'a pas pris connaissance, qui est neutre, qui a pris connaissance. Bon, tout le monde a pris connaissance. Bon bah voilà. Merci. Ensuite le point 24, budget, décision modificative, Madame Gultequin. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, des ajustements des crédits alloués au budget 2024 sont à prévoir. Pour mémoire, les crédits votés au budget primitif 2024 s'élèvent à 15 259 476,44 € en section de fonctionnement, 7 653 121,44 € en section d'investissement. La décision modificative numéro 1 proposée porte sur une augmentation des crédits en section de fonctionnement de 5 200 €, une augmentation des crédits en section d'investissement de 356 238 €. Le total des crédits ouverts au budget 2024, budget primitif plus décision modificative numéro 1, s'élèvera donc
à 15 264 676,44 € en section de fonctionnement, 8 9 359 044 € en section d'investissement. Les modifications majeures de cette décision modificative en section de fonctionnement. Les recettes de fonctionnement sont augmentées de 5 200 €, moins 20 000 € au chapitre 70 produits des services. Les participations familiales de la restauration scolaire seront vraisemblablement inférieures aux prévisions du budget primitif, moins 40 000 € au chapitre 731 fiscalité locale. Les droits de mutation sont en baisse sur le premier semestre par rapport à 2023, baisse des transactions immobilières. Plus 51 000 € au chapitre 74 dotation et participation, plus 48 000 € pour la dotation nationale de péréquation, plus 3 000 € pour le FCTVA, moins 5 450 € au chapitre 75 autres produits de gestion courante. Des locataires sont partis en cours d'année et les logements ne seront pas reloués. Plus 19 650 € au chapitre 77 produits exceptionnels. Régularisation des charges de copropriété de l'école Aubrac versées au titre de l'exercice 2023. Il est proposé d'augmenter les dépenses réelles de fonctionnement de 5 200 €, plus 25 441 € au chapitre 011 charges à caractère général. Des besoins supplémentaires sont apparus en cours d'année et certains crédits inscrits au budget primitif semblent insuffisants pour finir l'exercice. Il s'agissait des provisions de charges pour l'école Aubrac, des contrats de prestation de services et l'entretien des véhicules. Des économies sont prévues sur le poste électricité. Des crédits inscrits en maintenance, compte 6 156, sont annulés et transférés au chapitre 65 suite à une erreur d'imputation. Plus 56 431 € au chapitre 012, charges de personnel et frais assimilés. Ce chapitre est impacté par les nouvelles modalités d'attribution du CIA. Il s'agissait de la délibération du 11 juillet 2024. Plus 38 455 € au chapitre 65, autres charges de gestion courante. Virement du chapitre 011 suite à une erreur d'imputation. Augmentation de la subvention allouée au CCAS à hauteur de 9 635 €. Les dépenses d'ordre de fonctionnement sont diminuées de 72 627 €. Le virement à la section d'investissement, chapitre 023, est diminué pour pouvoir financer les dépenses supplémentaires. En section d'investissement, la diminution des crédits au chapitre 023 en section de fonctionnement, moins 72 627 €, entraîne une diminution des crédits inscrits en recettes d'investissement au chapitre 021 d'un même montant. Les dépenses d'investissement sont donc impactées par ces diminutions de recettes. Pour mémoire, il est rappelé que les dépenses d'équipement sont votées en opération et que la collectivité a recours aux autorisations de programme et aux crédits de paiement pour les dépenses d'équipement pluriannuelles. La technique de gestion des opérations en autorisation de programme permet de n'inscrire au budget sous la forme de crédits de paiement que les dépenses qui sont payées sur l'exercice. Au vu de l'avancement des opérations gérées en autorisation de programme, les crédits de paiement votés lors de la séance du 4 avril 2024 à hauteur de 1 272 501,14 € sont diminués de 970 029,80 € comme proposé dans la délibération présentée ce jour. Moins 42 000 € pour la réhabilitation de Dolto, l'opération 7001, plus 66 277 € pour la médiathèque, l'opération 7003, moins 200 000 € pour la réhabilitation de l'église, opération 7004, moins 161 206,80 € pour la requalification du parc de la Noulutel, opération 7006, moins 212 300 € pour l'Art déco, opération 7007, moins 60 000 € pour la requalification du poste de police, opération 7008, moins 120 000 € pour le plan école, opération 7009, moins 34 800 € pour la requalification de l'hôtel de ville, opération 7010, moins 206 000 € pour la requalification de la piscine, opération 7011. Les crédits votés au budget primitif pour les autres opérations d'équipement sont modifiés comme suit. Plus 212 200 € pour l'opération numéro 11, bâtiment. Ces crédits supplémentaires sont destinés principalement à la poursuite des travaux de sécurisation des bâtiments, clés électroniques, alarmes, mise aux normes et à la rénovation énergétique. Plus 268 436 € pour l'opération numéro 12, aménagement du territoire. Les crédits prévus pour les travaux de voirie ont été augmentés. De nouvelles installations de vidéosurveillance sont prévues d'être installées, nécessitant l'inscription de crédits complémentaires.
plus 12 000 € en opération numéro 14, cohésion sociale. Cette somme est destinée à l'acquisition de matériel sportif et à des subventions d'équipement pour les associations. Plus 740 € pour l'opération numéro 16, administration générale. Il s'agissait d'un réfrigérateur, un réfrigérateur a été remplacé. Plus 1 709 € pour l'opération numéro 12, enfance, jeunesse, éducation. Les crédits serviront pour le remplacement d'électroménagers pour le service enfance. Pour mémoire, les crédits budgétaires sont votés globalement par chapitre et opérations d'équipement. Les recettes d'investissement prévues lors du budget primitif sont modifiées. Des subventions ont été obtenues de divers partenaires, l'État, le Fonds vert, la DETR, la région, le département. Le FCTVA encaissé est supérieur de 107 000 € aux provisions du budget primitif, ce qui permettra à la commune de ne pas contracter l'emprunt de 1 075 000 € prévu au budget primitif. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la décision modificative numéro 1 au budget général de la commune. Merci. Des remarques, des commentaires? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Et donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Hop. Et donc, le point 25, donc avec les autorisations de programme et crédits de paiement avec une actualisation, Monsieur Serre. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, les opérations pluriannuelles d'investissement suivantes sont gérées grâce à la technique des opérations de programme votée par le Conseil municipal le 4 avril 2024 comme suit. Je vais vous laisser vous référer au tableau ci-dessous. Il vous est donc proposé de réviser les autorisations de programme existantes en tenant compte des dépenses payées sur 2024 et l'état d'avancement des travaux comme indiqué ci-dessous. Si vous tenez à ce que je lise, je peux lire le tableau. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de voter les autorisations de programme et de crédit de paiement comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Je vous laisse vous référer au tableau. Merci. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport numéro 26, avec les ressources humaines, recours à l'apprentissage, Monsieur Ménora. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 ans au minimum et de 29 ans révolus au maximum d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Ce dispositif peut être ouvert sous condition à des mineurs de 15 ans ou à des majeurs de 30 ans et plus, personnes reconnues handicapées ou qui envisagent de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. La formation suivie par l'alternant en bachelor universitaire de technologie en gestion des entreprises et des administrations permettra une affectation sur des missions d'administration générale. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de recourir à un nouveau contrat d'apprentissage pour la rentrée 2024-2025, conformément au tableau que vous avez sur votre feuille, d'inscrire les dépenses correspondantes, notamment aux salaires, aux frais de formation, ainsi qu'à l'adhésion annuelle au GEDA 10, au budget de la commune, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment les contrats d'apprentissage, les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis, ainsi que les conventions avec le GEDA 10 pour la mise à disposition d'apprentis. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 27, toujours les ressources humaines avec l'actualisation du tableau des emplois. Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services et de procéder aux actualisations suivantes du tableau des emplois.
Donc, je vous fais grâce de la lecture des 8 modifications d'emploi pour les professeurs de musique, c'est assez courant à la rentrée. La création de 2 emplois de professeurs de musique, un pour l'éveil musical, un pour l'orchestre à cordes. La modification de 2 emplois de directeur, un pour le pôle action éducatif, et un pour la technique pour la salle de spectacle. Et la création d'un emploi de directeur général adjoint à temps complet à compter du 4 octobre 2024. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de modifier le tableau des emplois tenant compte des modifications ci-dessus. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport numéro 28, toujours ressources humaines, avec protocole transactionnel, Madame Gultequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, en application de l'article 2044 du Code civil, la transaction permet de terminer un contentieux né, mais également de prévenir une contestation à naître. Il s'agit d'un mode de règlement des conflits en ce que sa conclusion empêche toute possibilité pour l'une ou l'autre des parties de pouvoir saisir les juridictions compétentes pour connaître du litige que le protocole a réglé. Son attrait est donc indéniable en ce que la transaction permet une résolution rapide et efficace des contentieux, ce que ne peut garantir les juridictions compétentes. La commune de Sainte-Savine souhaite mettre en œuvre ce dispositif pour solder un différend. Par mail du 6 août 2024, un agent a émis son souhait de bénéficier d'une rupture conventionnelle. Considérant que l'agent fait parallèlement l'objet d'une procédure disciplinaire et que sa position administrative n'est pas consolidée sur le plan juridique du fait de divers avis médicaux et de la fin de la disponibilité d'office pour raison de santé, considérant que les parties sont convenues de mettre fin à tout litige ou contentieux initié par l'une ou l'autre des parties, considérant que Monsieur le maire n'a pas donné une suite favorable à la rupture conventionnelle, privilégiant la transaction en tant que mode de résolution des conflits prévus aux articles 2044 et suivants du Code civil, la commune de Sainte-Savine et l'agent entendent dès lors mettre un terme aux différends qui les opposent par l'intermédiaire d'un protocole transactionnel. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser la signature d'un protocole actant l'arrêt des relations contractuelles entre l'agent et son employeur, la commune de Sainte-Savine, de fixer une indemnisation forfaitaire au bénéfice de l'agent à hauteur de 15 000 € hors taxe, d'autoriser Monsieur le maire à signer le protocole d'accord transactionnel et toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Tout est précisé dans le rapport et vaut toujours mieux un bon accord qu'un mauvais procès, comme diraient tous les juristes. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant. Rapport numéro 29, ressources humaines, avec toujours un protocole transactionnel, Monsieur Serre. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, en application de l'article 2044 du Code civil, la transaction permet de terminer un contentieux né, mais également de prévenir une contention à naître. Il s'agit d'un mode de règlement des conflits, en ce que sa conclusion empêche toute possibilité pour l'une ou l'autre des parties de pouvoir saisir les juridictions compétentes pour connaître du litige que le protocole a réglé. Son attrait est donc indéniable en ce que la transaction permet une résolution rapide et efficace des contentieux, ce que ne peut garantir les juridictions compétentes. La commune de Sainte-Savine souhaite mettre en œuvre ce dispositif pour solder un différend l'opposant à un ancien agent. Les parties sont convenues des difficultés juridiques tenant au reversement de l'ARE trop perçu, non querellé sur son principe, mais dans un contexte où le respect de la procédure fait l'objet d'une contestation dans un contexte juridique aléatoire et se sont prononcées en faveur d'un mode de résolution amiable du contentieux. Considérant que les parties sont convenues de mettre fin à tout litige ou contentieux initié par l'une ou l'autre des parties, la commune de Sainte-Savine et l'agent entendent dès lors mettre un terme aux différends qui les opposent par l'intermédiaire d'un protocole transactionnel. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de renoncer à la totalité de la recette due de 6 283,49 € et d'autoriser Monsieur le maire à signer le protocole d'accord transactionnel et toute pièce utile. Merci.
Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, dernier rapport numéro 30, Association foncière de remembrement avec la désignation des représentants, Madame Gultequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, chaque association foncière de remembrement est administrée par un bureau composé de membres à voix délibérative, le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, 4 propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre de remembrement, désignés pour moitié par le conseil municipal et pour moitié par la chambre d'agriculture, 2 membres à voix consultative, un délégué du directeur départemental de l'équipement de l'agriculture. Ce bureau est désigné pour 6 ans. Le mandat du bureau arrivant à échéance, la commune a été saisie par le président de l'AFR en exercice afin de désigner 2 membres parmi les propriétaires possédant des parcelles sur le périmètre de remembrement. Les membres proposés, outre Monsieur le maire, pour composer ce bureau sont les suivants. Monsieur Baudier Gérard, Monsieur Dravini Claude. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de désigner les personnes listées ci-dessus comme membres du bureau de l'association foncière de remembrement, d'autoriser Monsieur le maire à engager les démarches nécessaires et toutes pièces utiles. Merci. De remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Une abstention, Monsieur Croquet, est adopté à la majorité. Je vous remercie. Nous avions reçu dans les questions diverses, des questions diverses de Monsieur Moser. Bon, allez-y, si vous voulez. Écoutez, je vais vous lire ce que je vous ai fait parvenir. Nous souhaitons avoir un état de la situation concernant l'école de musique et l'art déco, pour les raisons que je vais vous donner. L'an dernier, le directeur culturel chargé de la programmation annuelle de l'art déco et puis d'un rôle plus large sur les 3 entités d'animation culturelle de la ville, qui sont l'art déco, la médiathèque et l'école de musique et de danse, a démissionné. Je crois que c'était l'an dernier, je ne sais plus exactement. Cette année, la directrice de l'école de musique et le chef de l'harmonie municipale, tous 2 professeurs en même temps à l'école de musique, ont pris leur retraite. Et donc, qu'en est-il de la situation? 1 mois après la rentrée, ont-ils été remplacés? Vont-ils l'être? Donc, comment fonctionnent ces différentes entités actuellement? Donc, le point de la situation dans ce domaine-là, puisque des gens posent des questions là-dessus. Donc, voilà. Tout à fait. Alors concernant le DAC, on avait pris un petit peu notre temps puisqu'on avait sécurisé en fait la question de la programmation culturelle avec le recours à un prestataire. On s'était posé la question de la redéfinition en fait du périmètre des actions, puisqu'en fait effectivement le précédent DAC était parti et on s'était posé la question, est-ce que finalement on avait trop mis dans le périmètre du DAC beaucoup trop de choses? Donc on s'est laissé un peu de temps pour réfléchir au nouveau périmètre du DAC. Donc le recrutement donc on a réussi à refaire une fiche de poste qui nous paraît satisfaisante. Donc il y avait quand même une agente qui était quand même présente aussi pour faire le relais. Et puis les services support étaient quand même mobilisés aussi sur le suivi des différentes opérations. Donc là, le recrutement a été relancé. On a reçu quelques candidatures, des bonnes candidatures. À un moment donné, on a fait une offre à quelqu'un, mais finalement, ça n'a pas abouti. On n'a pas encore clôturé l'ensemble. On est en train de revoir d'autres profils. Mais je pense qu'on arrive sur une trajectoire qui devrait se concrétiser, puisqu'on avait quand même eu des candidatures intéressantes. Celle qui n'était la plus intéressante, finalement, à décliner, c'est les aléas du recrutement. Mais quelques candidatures intéressantes, mais on n'a pas fini de recevoir toutes les candidatures. C'est-à-dire que vous avez estimé qu'il était nécessaire d'avoir ce genre de poste? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que la prestation, pour l'instant, qui permet effectivement de développer les choses. Finalement, dans les entretiens les profils qu'on a reçus, c'était des profils un petit peu différents. Donc, je pense que ça sera le périmètre sera aussi lié au profil qu'on va recruter finalement. Plus qu'à une volonté absolue de tout vouloir mettre sur une même personne. Ça sera sans doute parce que le mouton à 5 pattes n'existe pas, et donc on va être plutôt pragmatique et se dire au regard du profil et de la personne qui nous semble convenir le plus au poste, on ajustera le périmètre. Mais parce que on avait aussi
eu cette réflexion-là. Et l'enjeu d'un poste de directeur culturel, c'était de pouvoir mettre encore plus en synergie, en cohérence, l'école de musique et de danse, la médiathèque, voire la maison des sciences, qui n'est pas vraiment directement communale, mais pour avoir un ensemble cohérent d'animation culturelle. Je sais que c'est un enjeu, je ne sais pas si c'est très pertinent ou trop coûteux, mais ça fait partie des questions qu'on s'était posées. Donc voilà pourquoi je vous repose la question. En tout cas, la question de la transversalité se pose de manière indéniable sur la question même plus globalement de l'ensemble des services de la collectivité. C'est-à-dire que faut que les services se parlent le plus possible, puisque pour éviter de dédoublonner un certain nombre de choses. Et puis sur les questions des politiques publiques, sur la question de la culture, alors, de fait, il y a quand même des choses qui sont entreprises et que le précédent DAC avait quand même aussi initié. L'idée, c'est de faire perdurer les choses, que ce soit la médiathèque avec l'art déco, l'école de musique. Il y a eu des choses qui ont été faites, donc il faut saluer aussi les uns les autres pour le travail accompli, et aussi le travail accompli par Béatrice Michaud, qui est partie, et ça fait le lien et la jointure avec l'école de musique. En tout cas, il y avait les pastilles et en tout cas par exemple les masterclass qui avaient été faites en lien avec la programmation culturelle, et donc finalement au bénéfice de jeunes de l'école de musique. Donc sur l'école de musique, on avait rencontré les enseignants pour savoir s'il y a quelqu'un qui souhaitait prendre l'intérim à un moment donné. Bon, les uns les autres n'ont pas souhaité. En tout cas, la directrice a travaillé sur la définition de la fiche de poste. On a fait des entretiens plutôt intéressants. On est en phase de concrétisation sur la direction de l'école de musique. On doit refaire un deuxième entretien, parce que des fois c'est bien de faire plusieurs entretiens avec différentes personnes. Ça se présage plutôt bien. L'ancienne directrice a assisté, en tout cas au premier recrutement, donc elle était en ressources sur ces entretiens, parce qu'en fait on n'est pas, je ne suis pas forcément musicien ni apte, et puis dans la collectivité on n'a pas forcément, donc c'est toujours bien de s'appuyer sur des personnes qui ont des compétences. Donc elle nous a accompagnés sur cette partie-là. Donc on a validé aussi des profils aussi en lien avec elle. Donc en tout cas, sur la direction de l'école de musique, on est finalement plus avancé que sur la partie DAC. On est vraiment sur la phase finale. Sur la rentrée, vous aviez posé des questions. Là, la rentrée globalement s'est quand même bien passée. On a vu le départ aussi du directeur technique, qui a été finalement assez rapidement remplacé également. Donc voilà, après c'est des ajustements. Concernant l'harmonie, on était sur une chose un petit peu particulière, puisque c'était un statut, comme vous vous en rappelez, sur un statut un petit peu particulier, puisque c'était une partie agent de la collectivité, c'était un petit peu un statut hybride, et c'était un petit peu particulier. Donc on a travaillé aussi avec l'harmonie, et donc plutôt que l'harmonie soit porteuse de l'emploi, avec un subventionnement de la collectivité. Donc on est en train de travailler avec eux, mais c'est à l'harmonie, qui est une association autonome, de gérer le recrutement, la sélection, et avec un accompagnement de la collectivité. Donc on a travaillé là-dessus avec eux, ils sont au fait des discussions, et je crois qu'ils ont aussi identifié quelques profils. Donc là aussi, sur l'harmonie, ça devrait se faire incessamment sous peu. C'est vrai qu'on a une conjonction de départ en retraite, plus de départ sur d'autres collectivités. Mais voilà, on a pu croire sur certains postes qu'on allait avoir plus de difficultés que d'autres. Il y en a, on pensait que ça serait plus simple, finalement c'est plus compliqué. Mais globalement, à la fois sur le directeur technique, ça c'est bon, il est arrivé, il est en poste depuis maintenant quelques mois, je crois. Enfin, très peu. Août. Oui, 2 mois. Sur l'école de musique, on est en phase finale. Sur sur l'harmonie, là aussi, je pense qu'ils ont déjà sourcé, identifié. Enfin, ce qu'ils souhaitaient, c'était un petit peu compliqué sur le process, parce qu'en fait, ils s'attendaient à ce que la collectivité soit plus pas proactive, mais qu'on fasse les choses à leur place. Sauf que la difficulté, c'est une association, donc il y a eu une forme d'accompagnement de l'association, à leur dire qu'est-ce que vous pouvez faire, ou en tout cas à quelle hauteur la collectivité peut intervenir, mais pas le faire à leur place, parce que ça reste quand même une association qui est
autonomes. En tout cas, on les soutiendra dans le poste de responsable de l'harmonie. Et puis DAC, bon, on a quelques profils intéressants, dont un qui était très bien, mais qui a décliné. Donc, qu'est-ce que vous entendez par la fonction de directeur technique? C'était pour les manipulations. C'était l'Art déco. C'était l'Art déco. Pour pas le nommer, mais c'était Philippe. Oui, d'accord. Oui, parce que j'ai vu dans le journal qu'il était à... Tout à fait. Il est passé au département. Voilà. Je l'ai recroisé encore récemment, etc. Et là, vous attendez quelqu'un pour... Là, on est déjà recruté. Ah, ça y est. Oui, quand je dis, il est là déjà là depuis courant août. D'accord. Merci. Donc on pensait qu'on mettrait plus de temps, finalement c'était vite, et puis des fois il y en a où on pense que ça va aller vite et puis ça met plus de temps. Bon, c'est les aléas du recrutement actuel et on est comme beaucoup, le recrutement en ce moment c'est pas simple. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Ouais. Et ben voilà. Et ben l'ordre du jour étant clos, hormis un point important, on avait discuté avec Madame King. Je te laisse la parole. Alors, je vais faire quelque chose que j'aime pas beaucoup faire. Je vais quémander. Je vais en faire appel à votre générosité. Nous sommes en difficulté d'approvisionnement. Je m'excuse, Monsieur Moser, hein, je vous vois pas, mais hein, c'est désagréable, mais vous m'entendez. Des déclarations d'amour, là. Même pas. Donc voilà, nous sommes en difficulté d'approvisionnement à l'épicerie sociale. La banque alimentaire ne nous fournit pas suffisamment. Je signe régulièrement 1 à 2 demandes supplémentaires de droits à l'épicerie sociale par semaine. Donc, je fais appel à votre générosité, si vous voulez bien nous aider à réapprovisionner les étagères de l'épicerie sociale. Alors là, on a fait une grosse commande. On avait quand même prévu un peu d'argent pour approvisionner. On a fait une grosse commande de 1 000 € là, qui arrivera la semaine prochaine, mais ça ne suffira sûrement pas en attendant la prochaine collecte de la banque alimentaire qui sera, si je ne me trompe, début novembre. Voilà. Merci d'avance. Merci. Bon, voilà. Donc, le message est passé en tout cas. Et merci à toutes et à tous. Très bonne soirée et puis à très bientôt.